Bonjour à toutes et à tous, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages. Un Sens Public qui analyse chaque jour les conséquences politiques de la dissolution prononcée le 9 juin et 23 jours plus tard. Emmanuel Macron contemple les dégâts, contraint de demander à ses candidats arrivés en troisième position de se désister pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Combien de désistements? Comment le parti lepéniste contre cette stratégie du barrage? L'hypothèse d'une chambre ingouvernable prend-elle de l'épaisseur? Réponse de nos experts dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette attaque de Marine Le Pen. Quand vous voulez contrer le vote des électeurs, le résultat des élections, en nommant des gens à vous, pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent, je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un coup d'État administratif. Des nominations présidentielles juste avant les législatives. Est-ce exceptionnel? Comment une éventuelle cohabitation Macron-Bardella pourrait-elle se passer dans un tel climat? Les résultats de dimanche peuvent-ils provoquer le pire blocage institutionnel de l'histoire de cette 5e République? On répondra à toutes ces questions avec trois invités, 2 constitutionnalistes et un professeur de sciences politiques. Ce sera dans 45 minutes. Mais d'abord, les consignes, les désistements et les perspectives qui se dessinent pour dimanche avec Flora Sauvage. Jusqu'au bout, les candidats arrivés en 3e position ont subi de fortes pressions, alors que le RN est en passe de remporter la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche. À l'image de Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités, qui s'est résolue à retirer sa candidature. Avec plus de 200 désistements provenant de candidats de gauche ou macronistes, il y aura finalement moins de 100 triangulaires et plus de 400 duels. En campagne, dans le 15e arrondissement de la capitale, le Premier ministre a cherché à clarifier sa position. L'objectif, pour éviter que l'extrême droite ait la majorité absolue, ça passe par certaines circonscriptions où nos candidats qui sont arrivés 3e et dont le maintien entraînerait la victoire de l'extrême droite se retirent. Du côté du nouveau Front populaire, la consigne est claire. Dans le Calvados, le candidat LFI arrivé en 3e position s'est retiré au profit d'Elisabeth Borne, arrivée en 2e place derrière le candidat RN. En ce qui nous concerne, nous avons appliqué une règle conforme aux principes que nous avons toujours appliqués. Ce n'est pas une voie pour le Rassemblement national. Un front républicain contre l'extrême droite que dénonce Marine Le Pen. Le désistement et les consignes de vote sont le pire des mépris en réalité à l'égard des électeurs. Moi, je suis désolé de vous dire, mais je considère que mes électeurs sont intelligents. Après avoir mis dos à dos pendant la campagne LFI et le RN, Emmanuel Macron appelle désormais au front républicain contre l'extrême droite. Une stratégie qui vise à faire barrage au Rassemblement national au second tour des législatives. Ce barrage républicain peut-il tenir? On en débat avec Stéphane Zumsteg. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Lucille Schmitt, bonsoir et bienvenue. Vice-présidente du Cercle de réflexion La Fabrique écologique et auteur de ce livre Emmanuel Macron à contretemps, paru aux éditions Bayard. Il a été publié il y a un petit moment, mais il était prémonitoire d'une certaine façon. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur d'Atlantico. Et Tam Tranui, bonsoir Tam. Bonsoir bienvenue Thomas. À vous, éditorialiste politique. Alors on démarre ce débat quelques minutes après la clôture du dépôt des candidatures pour le second tour. Et grâce à nos confrères du Monde, on va vous donner le tout dernier décompte. Et il a même évolué par rapport au sujet d'ouverture de Flora. Le Monde nous dit 218 désistements, 130 issus de la gauche, 82 du camp présidentiel. Il devrait donc y avoir moins de 90 triangulaires dimanche, Stéphane Zumsteg. Est-ce que ça éloigne la perspective de voir le RN remporter la majorité absolue à l'Assemblée? Très probablement. Il ne s'agit pas là d'essayer d'imaginer quel sera le niveau du Rassemblement national dimanche prochain, mais on le voit bien sur la base de ce qui s'est passé. Ces triangulaires et ces accords de désistement sont une très mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national. C'est le taux de participation qui a été bien plus élevé qu'initialement prévu, qui a empêché quelque part le Rassemblement, qui empêche ou qui pourrait empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Je note aussi une chose, il restera une petite centaine, un peu moins, vous le disiez, moins de 90, moins de 90 triangulaires, mais ça ne veut pas dire que cet accord n'a pas fonctionné dans 90 circonscriptions. Dans l'immense majorité de ces moins de 90 circonscriptions, le RN n'est pas en mesure de l'emporter. Il faudra
ce soir un peu compter les circonscriptions où ces accords de désistement n'ont pas fonctionné, mais en gros, ça va concerner peut-être 10 à 15 circonscriptions où les consignes n'ayant pas été suivies par un certain nombre de candidats peuvent permettre au RN de gagner ces circonscriptions-là. Mais dans les faits, quand on regarde ensuite maintenant la carte électorale, il ne s'agit pas d'être péremptoire et de donner un chiffre précis et d'imaginer ce que ça donnera dimanche prochain, mais oui, la perspective de l'emporter largement et donc d'envoyer Jordan Bardella directement à Matignon s'éloigne un petit peu. Ça veut dire que vous travaillez là dès maintenant, j'imagine, pour un sondage qui pourrait paraître demain soir, qui vous donnerait peut-être jeudi avec une Assemblée nationale potentielle, évidemment beaucoup de prudence, mais qui sera la plus fine qu'on ait pu avoir depuis le début. Nous, notre choix, ça a été de ne rien faire d'abord de ne rien faire en termes de projection avant le premier tour, parce que ça n'avait pas de sens, et de ne rien faire cette semaine avant que la liste des candidats qui seront effectivement présents dimanche prochain ne soit connue. C'était à partir de maintenant, 18h, donc on lancera les premières enquêtes à partir de demain. Et on suivra ça évidemment avec intérêt. Sur le camp présidentiel Lucide Schmitt, il y a eu, à juste titre, beaucoup de critiques sur... il y avait beaucoup de nuances de nini, de désistement, etc. Finalement, les désistements sont là. Comment vous l'interprétez ? Je pense que Gabriel Attal a été extrêmement clair dès dimanche soir et que c'est quand même lui qui a été le chef de la campagne du camp présidentiel, plus qu'Emmanuel Macron, malgré les tentatives d'Emmanuel Macron de revenir dans le jeu, et que la culture du chef, ça joue dans les moments difficiles. Donc c'est le général Attal qui a donné le ton. Après, on comprend bien pourquoi un certain nombre de ministres et de personnalités étaient plutôt dans l'idée de différencier entre LFI, notamment Édouard Philippe, et puis le reste du nouveau Front populaire. On le comprend bien parce que ça a été le discours du camp présidentiel pendant toute la campagne. Et c'est là que Marine Le Pen, je trouve, a un point. C'est-à-dire que dire qu'on peut passer d'un discours à l'autre et que du coup on fait basculer automatiquement les électeurs dans quelque chose qui était l'inverse de ce qu'on leur a dit de faire au premier tour, c'est compliqué. Et ça peut être encore plus compliqué lorsqu'on est candidat. Donc moi, je ne suis pas sondeuse, mais ayant fait plusieurs campagnes législatives, j'observe que la mobilisation, par exemple, des électeurs auxquels on vous a dit une chose un jour, on vous dit le contraire le lendemain, la mobilisation, c'est une question, parce qu'on peut aussi décider de ne pas voter. Ouais. Est-ce qu'il y a, en reprenant finalement l'analyse de Marine Le Pen, une forme de déni de démocratie, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous allez jusque-là ? Si on suit l'analyse de Marine Le Pen, pas vraiment, au sens où les électeurs, justement, font ce qu'ils veulent. Mais après, d'erreurs stratégiques, oui, moi je crois vraiment que Gabriel Attal a fait une erreur stratégique. À minima, si on raisonne sur toutes les circonscriptions qui sont plutôt ancrées au centre-droit ou à droite, parce que vous l'avez dit, il y a des limites à dire LFI est dangereux pour la République, pourrait nous mener à la guerre civile, et le lendemain se retirer et permettre de faire élire des candidats comme David Guiraud. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel candidat, par exemple, de LFI. Alma Dufour aussi, malgré d'ailleurs la consigne d'Édouard Philippe, un candidat Horizon, a choisi dans une circonscription de Seine-Maritime de se retirer au profit d'Alma Dufour. Même chose, qui fait partie de ces personnalités qui sont d'un antisionisme tellement virulent qu'on ne distingue plus très bien la frontière avec l'antisémitisme. Donc moi je crois que vis-à-vis des électeurs du centre-droit qui pendant 40 ans se sont astreints à une exigence républicaine, justement parce que les électeurs de droite, eux, ils n'ont pas cédé. Qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux ? Ils ont un spectacle où ils voient une gauche qui, en 2 jours, s'assoit sur tous ses principes, y compris sur ce qu'elle disait elle-même. Quand même, Fabien Roussel disait la NUP c'est terminé, c'est moralement insoutenable. Olivier Faure l'avait dit aussi. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur Jérôme Gage fait que rien ne sera possible après les européennes. Donc les électeurs de droite, ils voient ça, ils disent mais attendez, vous êtes bien gentil, ça fait 40 ans que nous on est dans la discipline républicaine, vous n'avez rien à faire. Et puis quant à la majorité présidentielle, un jour elle nous dit que c'est un danger absolu et le lendemain elle nous dit que finalement il faut les faire élire. Il y a quand même beaucoup d'électeurs de gauche qui ont été dans la discipline républicaine. Je dis pas pour Jacques Chirac ou en votant ensuite pour... Mais Thomas, je ne parlais pas des électeurs, là. Ouais. Je vous parlais de leurs représentants. Je vous parlais des partis. C'est très différent et de l'impact que ça produit. Parce que le discours du barrage républicain, justement, pour qu'il fonctionne, encore faut-il que ceux qui en sont les émetteurs soient crédibles. Je ne parlais pas du tout des électeurs. Est-ce que vous voyez renaître, quand même, avec ces désistements, une forme de barrage républicain ? Je ne vais pas employer le terme front républicain parce qu'on s'y perd un peu. Peut-être Tam qui voulait intervenir, ensuite je vous redonne la parole.
Oui, sûrement, oui. On retrouve un barrage républicain et c'est vrai qu'on ne l'attendait même plus après avoir vu la façon dont les uns et les autres avaient pu s'exprimer en disant cas par cas, géométrie variable. Donc moi, je suis assez surprise qu'on arrive quand même jusqu'à ce niveau de désistement. Aujourd'hui, on a quand même vu notamment des ministres qui se sont accrochés jusqu'au bout, type Dominique Faure ou Patricia Miralles. Voilà, on se disait mais comment ça se fait, comment c'est possible. Il a fallu un fil présidentiel ou du Premier ministre quand même. Pour les convaincre. Et moi, ce que je trouve, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, je trouve qu'il y a eu un argument quand même dans la bouche de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. C'est qu'on a toujours été dans la tactique vraiment électorale, puisqu'ils ont dit voter pour la gauche, puisqu'ils ne sont en aucun cas en capacité de l'emporter. Voilà, ça, je trouve que c'était ça l'argument massu. Donc, vous pouvez y aller. De toute façon, c'est pas eux qui pourront décider tout seuls. Il y a une part de cynisme. Je vous donne la parole tout de suite sur cette question du barrage républicain, mais je vous propose une réaction, parce qu'il y a 5 syndicats qui ont appelé ce mardi à faire barrage, justement, en votant, je les cite, pour les candidates et candidats les mieux placés pour battre l'extrême droite. Et c'est aussi le discours de l'ancien secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il n'y a pas d'accro possible au désistement. Moi, je soutiens tous les candidats et toutes les candidates qui seront dans un duel contre le Rassemblement national. Et donc, tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui seraient en train de finasser, en train d'expliquer qu'ils ne sont pas d'accord totalement ou qu'ils n'ont pas été d'accord avec certaines positions, ça n'a pas d'importance. À l'heure où on se parle, ça n'a pas d'importance. Il faut que dans toutes les triangulaires qui sont posées, où il y a un risque de victoire du Rassemblement national, celui ou celle qui est arrivé en 3e position se désiste pour permettre à l'autre candidat du camp républicain d'être élu. C'est ça dont il est question. Et moi, tous ceux qui ne le feront pas, je pense qu'ils seront en faute morale à l'égard de nos valeurs. Stéphane Zumzeig, la question générale, le barrage républicain peut-il tenir? Et puis, plus précisément, en entendant Laurent Berger ou l'intersyndicale, l'électorat ouvrier qui vote quand même majoritairement RN, peut-il entendre cet appel? Parce que c'est trop tard. Alors, le barrage, il va fonctionner. Toute la question de savoir dans quelle ampleur. Il va fonctionner forcément un petit peu. Est-ce qu'il va fonctionner massivement? C'est autre chose. Et pour juste répondre à ce que vous disiez sur Laurent Berger, le but de ce barrage n'est pas de récupérer un électorat parti au Rassemblement national. Là, l'idée, c'est convaincre les électeurs de gauche et ceux du centre, selon les types de duels, de ne pas aller s'abstenir. Parce que les gens n'iront pas voter Rassemblement national. Peut-être dans quelques circonscriptions tenues par ensemble. Le barrage, il a très imparfaitement fonctionné il y a 2 ans, on l'a bien vu. Personne n'avait vu venir ces 89 députés RN qui avaient, pour un certain nombre d'entre eux, fait à peine 25 ou 30% au premier tour, et dans le cas de duel, avaient obtenu plus de 50%. On n'est pas dans le même contexte, mais ça ne fonctionnera qu'imparfaitement, parce que là, on parle du barrage républicain. En fait, il y a eu 3 barrages dans cette campagne. Le barrage contre Jordan Bardella à Matignon, mais aussi le barrage contre Emmanuel Macron, et le barrage contre, appelons-le, contre Jean-Luc Mélenchon, ou LFI. Et à la fin, ces différents barrages se neutralisent un petit peu. Ce que les enquêtes d'opinion ont montré, c'est que, en tout cas à gauche, les gens de gauche, appelons ça là à nouveau le peuple de gauche, dans le cas où il y a un duel RN contre un candidat macroniste, se rallie assez majoritairement, parce que ça fait partie de l'ADN des gens de gauche, de lutter contre le Rassemblement national. Et vous le disiez tout à l'heure, en revanche, dans les circonscriptions tenues par ensemble, quand il y a un duel finalement entre la gauche et le Rassemblement national, ça devrait un peu moins bien se passer. Il y aura toujours plus de gens qui iront rallier le candidat de gauche, sauf quand il s'agit de quelqu'un de peut-être un peu plus abrasif, comme certaines personnes de la France insoumise, mais ça va un petit peu fonctionner, mais peut-être pas suffisamment. Là encore, l'enjeu, c'est éloigner le plus possible le Rassemblement national des 289 sièges de la majorité absolue. Donc ça, on ne le saura que plus tard. Ça va fonctionner, j'insiste là-dessus, moi j'en suis persuadé, mais est-ce que ce sera massif comme il y a 10, 20 ou 30 ans? Certainement pas. Est-ce qu'il y a, je reprends les propos de Marine Le Pen tout à l'heure, est-ce qu'il y a une sorte de mépris des électeurs frontistes dans cette démarche, Cécile Schmitt? Moi, je ne le vois pas comme ça. De toute façon, chaque électeur est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que les états-majors décident de consignes et les candidats se retirent. Ensuite, les électeurs sont dans le secret de l'isoloir. Je voudrais quand même répondre à ce que vous disiez sur la gauche. Je pense que ce qui est essentiel, c'est quand même d'avoir en tête que lorsque la gauche se réunit, la question de la NUP est une question secondaire. C'est-à-dire que le Rassemblement national est arrivé en tête aux élections européennes. Et si la gauche s'unit, c'est évidemment contre le Rassemblement national déjà. Donc je pense que le reproche qui est fait à la gauche d'avoir été instrumentale et d'avoir laissé de côté ses divisions, moi je le mets à son crédit. Et ensuite, je suis persuadée que, comme elle l'a fait régulièrement depuis 2002, nous avons tous vécu 2002,
elle a été votée pour des candidats de droite, elle a été votée pour Jacques Chirac, elle a 2 fois, je termine ce que j'ai à dire, elle a 2 fois de suite voté pour Emmanuel Macron, au 2e tour lorsqu'elle estimait qu'il était nécessaire de le faire. Donc moi je trouve que les leçons données à la gauche sur le fait qu'elle s'est rassemblée de manière instrumentale sont quand même un petit peu... Moi je trouve ça fort de café. Ah mais c'est pas qu'elle s'est rassemblée de manière instrumentale, c'est qu'elle s'est alliée avec des gens qui sont dans des stratégies néofascistes. Mais je le développerai. Vous allez me répondre lorsque j'aurai terminé. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que par rapport à la question des électeurs du centre, etc., c'est quand même un peu compliqué et sans doute le barrage va fonctionner, mais le sujet c'est le niveau de participation. Est-ce que le niveau de participation... Il peut y avoir une partie importante d'électeurs centristes qui veulent pas y aller. Au fond, évidemment, je ne crois pas du tout qu'ils iront voter pour le Rassemblement national. Mais je crois qu'il est fort possible que la participation soit beaucoup moins forte au 2e tour, en tout cas soit moins forte dans certaines circonscriptions lorsqu'il y a un élément de choix, par exemple par rapport à LFI. Oui. Pourquoi ça, c'est un point important. Donc ça fait le lien avec le débat que vous avez tous les deux. Parce que effectivement, Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses soutiens agissent comme des épouvantails, et peut-être à juste titre. Jean-Sébastien Ferjou. Mais précisément, moi, ce que je disais, ce n'était pas que c'était le fait qu'il y ait une alliance de la gauche qui est problématique, c'était de s'allier avec cette gauche-là, avec LFI en particulier, ou en tout cas, à minima, une partie de LFI. Moi, je veux bien qu'on passe au silence. La clarification, elle va avoir lieu après, Jean-Sébastien Ferjou. Non. Avant, c'était quasi impossible avec les 3 semaines de campagne laissées par Emmanuel Macron. Non, mais franchement, je ne comprends pas. Alors là, mais cette espèce de déni face à l'antisémitisme crasse qui existe chez certains de ces candidats, quand vous passez toute une campagne à dire que Raphaël Glucksmann est un sioniste de droite parce qu'il a un nom à consonance juive, de nom à consonance juive, vous dites forcément il soutient Netanyahou, forcément il est d'extrême droite et forcément il soutient un génocide. Je suis désolé, c'est de l'antisémitisme. David Guiraud, quand il parle des dragons célestes, c'est un nom de code pour dire les juifs. Il y a un antisémitisme crasse chez toute une partie de ces candidats. Et derrière, ça n'est pas que l'antisémitisme, ça suffirait comme raison. Hein. Mais les simulacres... Non, mais c'est important. C'est important parce que justement, je suis très étonné. Oui, mais quand même, moi, je suis très étonné qu'on se permette de parler encore de barrage républicain. Alors, moi, je vous dis pas que le Rassemblement national... Il y a des candidats antisémites au Rassemblement national, il y a des candidats racistes, il y a des candidats qui se sont illustrés par des propos absolument orduriers. Ça n'est pas la question. Mais ça n'est pas parce que eux ont aussi ces candidats-là que ça est... Mais quand même, les simulacres d'exécution de personnalités... décrédibiliser une institution, dire la police tue. Ben oui, mais je trouve que quand même, dans ce pays, les élites s'assoient très vite. Et vous avez l'occasion de le dire, et on a fait plusieurs débats sur ce thème. Oui, mais en tout cas, c'est une réalité, parce que la République, elle ne se divise pas. Un dernier mot là-dessus, peut-être. Ce que je voulais dire, c'est que le Rassemblement national est très compliqué à attraper, parce que sous couvert de normalisation, ce qui est intéressant de ce qui se passe dans cette campagne, c'est qu'on voit surgir des paroles racistes et antisémites. Et que l'antisémitisme a été au cœur de la campagne, je pense que c'est important, mais que le Rassemblement national apparaisse comme un parti qui n'est pas antisémite, je trouve ça tout à fait fâcheux. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur le racisme et l'antisémitisme, je tiens à dire que ce sont 2 phénomènes qui sont profondément liés et que j'aimerais qu'ils ne soient pas dissociés. Mais précisément, mais ni à gauche ni à droite. Allez, on va ouvrir un nouveau chapitre et je vous propose un zoom parce que c'est passionnant, sur la situation à Marseille, et c'est Quentin Calmet qui va nous rejoindre pour en parler. Le Rassemblement national, bonsoir Quentin, et le Front populaire en duel dans la plupart des 7 circonscription de Marseille. C'est ça, 7 députés à Marseille, 2 déjà élus dès dimanche soir et dès le premier tour. Par exemple, le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, c'est dans la 4e circo des Bouches-du-Rhône. Et l'autre, c'était aussi un LFI, Sébastien Delogu, dans la 7e circo. Ils font respectivement 67 et 59% des voix. Dans les 5 autres circonscriptions de la ville de Marseille, le RN est arrivé en tête au soir du premier tour et le nouveau Front populaire en 2e place. Nous avons donc désormais des duels dans ces 5 circos entre le RN, le nouveau Front populaire, dimanche soir. Et donc c'est un échec pour les macronistes, échec de cette stratégie du dépassement. Tout à fait. Marseille en grand, mais Macron en tout petit, c'est une formule. Pour résumer, depuis plusieurs années, le président de la République veut faire de la ville de Marseille son fief, son laboratoire. On sait que depuis 2021, l'État a même débloqué 5 milliards d'euros pour le plan Marseille en grand, qui vise à rattraper le retard de la ville en matière d'éducation, de logement, de transport public ou de sécurité. Cela avait été annoncé lors de ce grand discours de septembre 2021. Mais donc, n'y aurait-il pas, en fait, un amour à sens unique entre Emmanuel Macron et Marseille? C'est la question que se pose Le Figaro dans cet article que j'ai lu, qui s'appelle « Macron est rayé de sa ville de cœur ». Macron a ainsi réalisé, c'est ce qui est rappelé dans cet article, une quinzaine de déplacements depuis 2017, finalement sans convaincre les électeurs. Le symbole de cette défaite, c'est Sabrina Agresti-Roubache, ministre
ministre de la Ville. Elle est arrivée en 3e place dimanche soir. Elle a immédiatement appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Elle a dit « Les échecs, cela arrive. Le déshonneur, on ne s'en remet jamais ». Ce qu'elle a dit dimanche dernier. Et la droite marseillaise, elle a quoi, disparu? Absolument. C'est le dernier enseignement de ce scrutin. Dans cette 2e plus grande ville de France, les LR à Marseille sont complètement tiraillés. Certains ont déjà franchi le pas et rallié Emmanuel Macron, à l'image de Renaud Muselier. Les autres s'interrogent, même s'ils disent ne pas suivre pour l'heure la stratégie d'Éric Ciotti de l'alliance avec le RN. Ces atermoiements affaiblissent la droite marseillaise qui s'est réduite comme peau de chagrin au fil des années. Merci beaucoup, Quentin. Lucille Schmitt, je voudrais qu'on parle de tout ce que Emmanuel Macron a fait pour Marseille. Dites-vous que les électeurs marseillais sont ingrats? Non, je pense quand même. Je pense que le sujet... Tant d'argent proposé, tant d'argent mis en route. Non, mais c'est bien l'argent jusqu'au moment... mais les milliards abstraits et les promesses qui ont été faites à Marseille avec l'état de l'immobilier, avec la question du sentiment d'abandon extrêmement fort, ça, c'est un point important. Après, il y a un sujet d'incarnation en politique. C'est-à-dire que ce qu'on peut espérer d'abord, c'est que le plan Marseille en grand, il survive à ce qui va se passer, parce qu'il risque d'y avoir une paralysie institutionnelle. Est-ce qu'il va disparaître? J'espère, moi, qu'il ne disparaîtra pas, quel que soit le résultat électoral. On parle beaucoup de coalition, on dit qu'il faut avoir des majorités de projets, qu'on puisse penser que Marseille, deuxième ville de France, il faut y lutter contre les inégalités de logement, les inégalités sociales, c'est fondamental. Et puis on voit bien comment le RN est le parti, au fond, qui récupère les colères, et comment il a pris d'une certaine façon la place... On parle de la droite marseillaise, moi je pense que le RN prend aussi la place de la gauche, c'est-à-dire la gauche, la promesse non tenue de la gauche à Marseille, et la promesse aussi non tenue de Gaudin. En fait, il y a toute la question des promesses non tenues qui en fait nous retombent dessus à l'occasion de ces élections. Stéphane Zumsek, quand même, ça va devenir un cas d'école. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui se poseront la question de mettre à ce point un coup de projecteur sur une ville et ce qu'ils veulent faire pour une ville. Et de proposer 5 milliards, peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois. En effet. Non, mais c'est aussi ce qui se passe à Marseille est très illustratif. Alors, du rétrécissement de la base électorale du macronisme, mais ça, on l'a vu élection après élection avec les européennes et le premier tour dimanche dernier, mais aussi de son évolution, de sa mutation. La République En Marche, c'est 4 députés sur 7 en 2017. C'est 3 députés il y a 2 ans, c'est 0 cette année. Et ils sont pour la plupart même pas capables de se maintenir au second tour quand ils ne se désistent pas. Ça veut aussi dire que finalement ce qui avait fait le succès électoral en tout cas, d'Emmanuel Macron dès sa première élection à la présidentielle, c'est qu'il avait préempté tous les centres-villes et toutes les grandes unités urbaines. Je ne parle pas forcément des périphéries, mais en tout cas Paris, Lyon et des villes plutôt favorisées. Nantes, il raflait Rennes. Je ne parle pas au municipal, mais en termes de députés. Strasbourg. 5 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Le macronisme a été totalement effacé de ces zones-là électoralement. Il n'existe plus. Il a été remplacé. Alors, pas par le Rassemblement national, mais plus par la gauche, par la NUPES, puis par le nouveau Front populaire. Et où sont ces zones de force maintenant? Mais en fait, dans d'anciens fiefs de droite. Qu'est-ce qui reste à la Macronie électoralement, territorialement? Je vais simplifier, je vais schématiser. Une partie des Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Ouest catholique et une partie avec la Mayenne, une partie de la Bretagne. Il en reste d'autres, évidemment. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, quel que soit le niveau de vie moyen d'une ville, et on sait à quel point il est peu élevé en moyenne, en tout cas à Marseille, le discours d'Emmanuel Macron et de son projet en même temps ne fonctionne plus parce que ces gens-là restent profondément politisés avec un vrai clivage gauche-droite qui s'est réactivé plus vite dans ces villes qu'ailleurs en France. Ouais, le camp présidentiel, c'était 250 députés juste avant la dissolution. Alors je vais vous demander de faire ce que vous voulez pas faire, mais on pourrait être dans quelle fourchette Alors, dimanche soir? Plus avec ces 200 désistements, évidemment, qu'initialement prévus. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il dépasse les 100 députés ou les 110 ou les 120 députés. Ça aurait été pire si les triangulaires avaient été maintenus. Je pense que le parti n'aurait pas été effacé, mais on pouvait se retrouver à 50, 60, 70 députés, ce qui aurait été évidemment une catastrophe, quasiment le niveau du PS en 1993, qui reste comme pour un parti au pouvoir le grand record de gifle électorale. Là, avec la multiplication des duels, avec le renfort, je l'ai dit quand même tout à l'heure et je le redis, du peuple de gauche qui se reporte plus facilement que les gens d'ensemble en cas de duel quand leur propre force est effacée, oui, ils peuvent espérer sauver une petite centaine de députés, peut-être un peu plus, on verra. Je ne peux pas vous donner de chiffres, je ne les ai pas, vous non plus. Ce sera évidemment une catastrophe. Ce sera plus une catastrophe d'ailleurs politique qu'électorale, parce qu'électoralement, ils garderont un nombre important de députés. Si vous en avez plusieurs dizaines ou une centaine, vous ne disparaissez pas du paysage politique. En revanche, quand je dis politiquement, c'est que va devenir la Macronie à partir de lundi prochain. Je ne parle pas que d'Emmanuel Macron, je parle juste de cette coalition Modem Horizon Renaissance, pardon. Je ne suis pas sûr que sa durée de vie soit enthousiasmante pour, en tout cas, ses responsables. Oui, de moins en moins parler d'une seule voix. Si on élargit un peu
en partant de Marseille, Emmanuel Macron amoureux de Marseille, et puis Emmanuel Macron qui se place en protecteur des Français depuis quelques années. Jean-Sébastien Ferjou, quitte à laisser filer d'ailleurs la dette publique. Est-ce que, de la même façon, pourquoi il y a si peu de Français qui lui font crédit de ses efforts ? Parce qu'Emmanuel Macron semble croire que son discours est performatif, mais il ne suffit pas de mots, il faut des actions derrière. C'est aussi des milliards d'euros. Oui, mais enfin, les milliards d'euros, si vous ne changez rien au fonctionnement de la justice, regardez ce qui s'est passé quand ces magistrats de la ville de Marseille, interrogés d'ailleurs au Sénat dans une commission d'enquête parlementaire, ont dit « mais nous sommes en train de perdre la guerre contre les narcotrafiquants, Marseille est en train de devenir une ville tenue, enfin je ne sais plus quelle est l'expression qu'ils ont employée, l'équivalent de narco-state, quoi, pour la ville de Marseille. Que s'est-il passé derrière ? Le garde des Sceaux leur a reproché d'avoir tenu ses propos, ce qui est d'ailleurs assez étonnant dans sa conception de la République, puisqu'il témoignait sous serment, c'est-à-dire qu'il leur aurait demandé en quelque sorte de masquer ce qu'était leur perception de la réalité. Donc ça joue le fait d'être un peu dans des bulles cognitives de gens. C'est pas parce qu'ils aiment Marseille que pour autant les Marseillais s'en fichent un peu. Ils n'ont pas besoin qu'on les aime, ils ont besoin qu'on les respecte et que les choses changent concrètement pour eux. Ce n'est pas parce que vous fléchez de l'argent que pour autant la situation change concrètement sur le terrain, d'autant qu'en parallèle, il s'est passé autre chose. Désolé d'en revenir à LFI, mais enfin, Manuel Bompard, Sébastien Deloglus, député de la France Insoumise, ont commencé à créer ces identitaires de gauche, à activer justement ce communautarisme, alors que Marseille, justement, l'un dans l'autre, les maires de Marseille avaient réussi à faire vivre ensemble, ces communautés. Là, ils sont en train de faire flamber les différences identitaires. On y revient tout de suite, Tam. Si on cherche à dézoomer un peu, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus locaux qu'on a interrogés qui ont été très surpris de voir à quel point les gens de leur territoire et qu'ils connaissent sont allés voter pour le Rassemblement national, alors qu'ils nous le disent, ils me disent notre territoire il va bien. Il nous a expliqué, on a eu des bonnes politiques, des territoires riches, nous avons donné des ordinateurs à tous les lycéens, nous avons des transports scolaires gratuits, voilà ce que m'ont dit certains élus locaux, on a ouvert des nouvelles maisons France Service, tout ça, mais la population ne l'a pas ressenti. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup chez un certain nombre d'élus locaux qui avaient une véritable incompréhension vis-à-vis du positionnement de ces électeurs. C'est le cas d'ailleurs sur le pouvoir d'achat. Effectivement, les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons. Le pouvoir d'achat des Français de tous les pays de l'OCDE est celui qui a le plus progressé, plus 5,7% depuis 2020, c'est-à-dire depuis la crise Covid. Aucun État de l'OCDE n'a des performances comparables. Après, on peut se poser la question de comment ça a été financé. Ça a été financé à crédit. Mais quoi qu'il en soit, et la productivité baissait de 6% en même temps. Effectivement, le grand paradoxe, c'est que les résultats économiques sont plutôt bons, mais une moyenne n'est qu'une moyenne. Et c'est la première préoccupation des Français. Le pouvoir d'achat. Une moyenne n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire que j'ai les pieds dans le four, la tête dans le frigo, ma température moyenne est bonne, enfin celui qui est dans le four, il a quand même très chaud. Bon, allez, on parle du nouveau Front Populaire et je voudrais qu'on revoie une image, on ne l'a pas montré hier, mais quand même c'est une image qui date de dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon, on va même pas l'entendre, cette image qui reste, c'est celle de Rima Hassan, des eurodéputés insoumises, qui est juste à côté du chef. Le kéfier palestinien bien en évidence. Stéphane Zumsteeg, que provoque cette image dans l'électorat du centre droit, à qui on va demander de voter LFI pour contrer le Rassemblement national? Ça a forcément un impact, et si cet impact il est négatif, là encore je redis la même chose que sur les reports, oui, mais est-ce que cet impact est très négatif? Moi je n'en suis pas persuadé. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait ça d'après vous? C'est sa stratégie de conflictualité qu'il a mise en place il y a de nombreuses années maintenant, et il va jusqu'au bout des choses. On l'a déjà tous répété, pour essayer de mobiliser une certaine base électorale dans certains quartiers, très bien, mais aussi pour cliver et pour s'affirmer comme le personnage, l'homme politique indispensable au cœur de cette gauche. Il se sert de ça. Après, ça a marché aux européennes d'ailleurs. Non, ça n'a pas tellement bien marché, parce que finalement, à la fin, la liste de Manon Aubry, qui malgré tout a fait bien mieux qu'il y a 5 ans, est sous les 10%, et elle a été devancée, et assez nettement, même si ça n'a pas été un fossé non plus, par la liste de Raphaël Glucksmann. Ça, c'est pour répondre à la question. Oui, l'image de Jean-Luc Mélenchon, elle est abîmée par rapport à ce qu'il a pu obtenir en 2017 et surtout en 2022 à l'élection présidentielle. Mais il est dans cette stratégie-là. Maintenant, est-ce que tout ça a un impact? Alors, je pense que ça n'a pas d'impact sur les sympathisants des autres partis de gauche. Il n'y a pas des gens qui sont sociodémocrates ou écologistes qui ont refusé ou qui se sont dit « je ne vote pas pour un candidat du nouveau Front Populaire dans ma circonscription ». Il y a un peu de déperdition quand même entre l'électorat de Raphaël Glucksmann européenne et l'électorat et le vote au premier tour. Vous avez raison de le souligner, mais ça c'est aussi des gens qui ont voté Macron en 2017-2022
des sociodémocrates peut-être, un peu de centre-gauche, qui étaient convaincus par le projet macroniste, échaudés par ce qui s'est passé, et qui reviennent en partie au bercail, à mon avis, pas à cause de Jean-Luc Mélenchon, mais plus parce qu'il y a une sorte de mobilisation présidentielle. Quand le président de la République parle, peu de Français l'écoutent, mais il en reste quand même encore un petit peu, notamment sa base électorale. Donc, maintenant, est-ce qu'à droite ou au centre droit, tout ça peut avoir un impact ? Oui, mais je pense qu'il sera limité, ce ne sera pas massif. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'argument « tout sauf Bardella à Matignon » fonctionne plus auprès de cette population un peu conservatrice, enfin de centre-droit ou libéral, le tout sauf Bardella à Matignon est quand même plus efficace comme élément mobilisateur qu'on ne va pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est plus l'alpha et l'oméga de la gauche. Il est ultra présent, bien sûr, mais on peut aussi considérer que LFI est un parti normal avec des gens normaux, une fois qu'on écarte les personnes qui sont, on va dire, les plus clivantes. Lucile Schmitt, je vais vous poser une question volontairement provocatrice. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite vraiment la victoire du nouveau Front populaire? Non, mais ce n'est pas une question provocatrice, c'est une question qui est ouverte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Jean-Luc Mélenchon a multiplié les prises de parole ultra conflictuelles vis-à-vis de son camp, qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à être Premier ministre alors que les leaders des différents partis du nouveau Front populaire avaient expliqué que c'était une question qui ne serait pas résolue avant le deuxième tour des élections législatives. Donc il a voulu se poser en leader et la stratégie de conflictualité dont vous parlez... Ça a continué avec le débat d'entre-deux tours où c'est Marine Tondelier qui doit y aller et on va dire les plus proches de Jean-Luc Mélenchon remettaient ça en doute alors que ça avait été acté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait la conflictualité, il la pratique à l'égard d'Emmanuel Macron, à l'égard de son propre camp, et on a l'impression même à l'égard de son parti politique, puisqu'il y a eu cette exclusion des dissidents, dont je rappelle que 3 sur 4 arrivent en tête aujourd'hui, et en fait que là, il y a une sorte de camouflet directement posé vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors après, il y a le sujet de quels seront ceux qui pourront porter, après le second tour, ces questions au sein de LFI, et le fait que François Ruffin soit aujourd'hui... dans une certaine difficulté dans sa circonscription, alors qu'il a été un de ceux qui ont permis en fait l'éclosion du nouveau Front populaire, c'est un sujet. Clémentine Autain a été réélue, mais moi je voulais quand même dire une chose, c'est que même si par exemple François Ruffin perdait sa circonscription, je pense qu'il faudra faire honneur à certains perdants magnifiques et à ceux qui ont du courage, qu'ils soient au Parlement ou pas, et que la recomposition de la gauche sera engagée, me semble-t-il, après le 7 juillet, d'une manière très claire, et que Jean-Luc Mélenchon devra... Avec une scission au sein de LFI? Il y aura une scission au sein de LFI, et puis il y aura une recomposition sur la question du Parti socialiste, sachant que malgré tout, dans la négociation des circonscriptions, LFI a réussi, avec la reconduction des sortants, à avoir des circonscriptions qui étaient meilleures, et qu'il y aura donc sans doute pas un rapport de force complètement rétabli, mais c'est un point qui est posé pour l'après 7 juillet. Un mot là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou, juste après on parle du programme du Rassemblement national. Quel est pour vous le calcul ou la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ? Notamment avec cette image qu'il propose dimanche soir. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement ce qu'il incarne. Il sait exactement à quel point il est un repoussoir pour l'électorat, évidemment, de droite ou de centre-droit, mais aussi pour partie sur l'électorat de centre-gauche. Ce qu'il veut, c'est refaire de LFI, le rapport de force avait changé entre la dernière présidentielle et les européennes. Il veut refaire de LFI le pôle dominant à gauche. Et donc il sait très bien quand il a des déclarations violentes comme ça joue en défaveur des candidats socialistes ou des candidats écologistes, alors que dans les points de force des Insoumis, de toute façon, David Guiraud ou d'autres, ils sont élus ou ils sont réélus dès le premier tour. Donc ça n'a pas d'importance, il peut se permettre tout ce qu'il veut vis-à-vis de son cœur d'électorat, mais ça affaiblit les autres. Et quand vous regardez la carte et que vous regardez ce qui a été négocié comme rapport de force, vous verrez que les écologistes, les socialistes et les communistes se sont fait, pour le dire de manière triviale, avoir. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Jean-Luc Mélenchon, c'est un trotskiste, c'est un lambertiste. C'est comme ça qu'il pense avec Manuel Bompard. Ils sont dans une volonté, c'est une stratégie. Ils ne sont pas du tout dans une logique social-démocrate. C'est-à-dire, il était déjà au Parlement. Pourquoi il ne voulait pas que le fameux article 7 sur la réforme des retraites, les autres disaient, mais au moins comme ça, on serait allé jusqu'au moment où le débat. Mais parce qu'eux raisonnent dans un cadre républicain. Lui, pas Jean-Luc Mélenchon veut pousser à la victoire du Rassemblement national parce qu'il a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir par les urnes et il se dit que dans le cadre de troubles post-élection du Rassemblement national, il pourrait peut-être... ces conférences, elles sont sur YouTube. Allez les voir quand il explique comment construire un peuple révolutionnaire, quand il explique pourquoi il veut tout conflictualiser, quand il cite Chantal Mouffe, quand il cite ses amis sud-américains. Il faut regarder la réalité de son projet. C'est pour ça, moi, je vous dis, je veux bien que... Je suis parfaitement d'accord sur ce qui est toute une partie du Rassemblement national, ça ne me dérange pas qu'on le pointe. Je ne comprends juste pas comment on peut se permettre d'employer cette expression de barrage républicain quand vous avez à côté
à gauche une partie, et je dis bien une partie de la France insoumise, qui n'est plus dans l'arc républicain. Il y a une demande, et on va terminer là-dessus, sur le nouveau Front populaire, il y a une demande, Stéphane Zumsteg, des électeurs du nouveau Front populaire, de cette clarification dont parlait Lucille Schmitt, c'est-à-dire que enfin, grosso modo, j'essaie de schématiser, mais il y a Jean-Luc Mélenchon et ses amis d'un côté et un autre bloc de gauche de l'autre. Alors pas forcément. Il y a une demande d'union. Hein. Quand la NUPES a été créée, alors on peut en penser tout ce que l'on veut, ça a ravi les sympathisants de gauche, quelle que soit leur couleur, la nuance de leur couleur politique, hein, des quatre partis, parce qu'enfin la gauche revenait en partie au centre du jeu. Au moins la gauche réexistait. Et ça, ils en savaient gré à l'époque à Jean-Luc Mélenchon. C'est moins vrai aujourd'hui. C'est évidemment moins vrai aujourd'hui, mais les sympathisants de gauche qu'on part des insoumis les plus radicaux jusqu'aux sociodémocrates les plus Macron-compatibles, se satisfont du fait que la gauche réexiste, alors médiatiquement c'est sûr, et électoralement aussi. Ça a été un traumatisme pour eux, et pour une partie d'entre eux de basculer chez Macron. Ils sont repartis à gauche, et ça, il y a quand même cette envie. Alors, envie de clarification, non, mais gêne profonde à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'une partie de la LFI porte comme discours. Mais en soi, il y a quand même un attachement à cette union de la gauche, si on l'appelle comme ça. Ok, dizaine de minutes qui nous restent dans ce débat, et il y a beaucoup de choses à dire sur le programme du Rassemblement National. Tam, en voyant les scores du RN, aux législatives, évidemment, Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, s'est félicitée. Oui, elle s'est réjouie que la diabolisation de l'extrême droite ne fasse plus effet. Et de fait, il faut bien lui donner raison. Hein. Diaboliser, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. À l'heure du rejet général du système, l'étiquette hors système, eh bien, ça attire de plus en plus de Français. C'est le fameux « et si on essayait ?» Les critères moraux et éthiques n'impriment plus. On verra comment le Front républicain fonctionnera, on en a parlé tout à l'heure. Le Rassemblement national ne fait plus peur, d'autant plus qu'il s'est saisi des idées et du débat politique traditionnel. Comment le diaboliser alors qu'il ne souhaite plus abolir la démocratie, alors qu'il affirme avec volontarisme lutter contre l'antisémitisme, d'autant plus que son vocabulaire lui-même irrigue désormais les partis traditionnels. Rappelons-nous quand Emmanuel Macron a emprunté à Jean-Marie Le Pen le fameux mot immigrationniste avant le premier tour pour attaquer la gauche. Mais ça, c'était avant, lorsque l'objectif, c'était bien de dézinguer le nouveau Front populaire, ceux-là même que Gabriel Attal a appelé hier à le rejoindre dans une future coalition. On voit là les limites de la triangulation. On a compris, diaboliser, ça ne sert plus à rien. Comment combattre le Rassemblement national ? On va essayer de le banaliser, tenter de le regarder avec un œil froid objectif. On va regarder son programme, ce qui le classe à l'extrême droite, une extrême droite moderne qui ne parle plus de race mais de lutte contre l'immigration, qui ne parle pas de dictature mais de démocratie libérale. Côté exclusion de l'étranger, le thème il est toujours présent dans le programme avec la suppression du droit du sol pour le remplacer par le droit du sang, obsession qui remonte au Front national de Jean-Marie Le Pen, toujours assumée par le Rassemblement national. Il y a aussi la préférence nationale qui concerne notamment l'attribution des logements sociaux ou les allocations familiales. L'autre particularité de l'extrême droite, c'est l'autoritarisme, la remise en cause de l'état de droit, ce que fait régulièrement le Rassemblement national, notamment en mettant en cause les juges constitutionnels. Oui, sauf que l'extrême droite n'est pas la seule à critiquer le Conseil constitutionnel. Oui, confère la réforme des retraites, où le Conseil, arbitre institutionnel de la réforme, s'est trouvé dans le viseur de tous les opposants, gauche et Rassemblement national compris. D'ailleurs, le principal argument qui fait oublier que Marine Le Pen est d'extrême droite, c'est son positionnement depuis l'automne 2021 comme candidate du pouvoir d'achat, comme candidate de la retraite à 60 ans, enfin à l'époque, ou encore comme candidate de la suppression d'impôts pour les moins de 30 ans. C'est ce qui lui a permis d'agréger un électorat qui n'est plus obsédé par les questions d'identité et d'immigration, mais plutôt par les questions de pouvoir d'achat. Les électeurs du Rassemblement national ne sont pas tous racistes et xénophobes, loin de là. Ouais, et les candidats c'est plus compliqué. On a vu tous les dérapages de ces derniers jours. La candidate de la première circonscription du Calvados prise en photo avec une casquette nazie sur la tête. Le député sortant Roger Chudeau, pressenti comme éventuel ministre de l'Éducation nationale, qui a estimé que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas dû être ministre en raison de sa double nationalité. La candidate de la Mayenne, enfin, qui dit qu'elle n'est pas raciste ni antisémite parce que son ophtalmo est juif et son dentiste est musulman. Tant et si bien que pour éviter les sorties de route, cette semaine, très peu d'élus ou de candidats ont aujourd'hui le droit de s'exprimer dans les médias, seulement ceux dont la parole est parfaitement contrôlée, des limites de la stratégie de la cravate. On peut en témoigner, nos programmateurs, journalistes programmateurs et programmatrices, alors pas seulement avec le RN, mais particulièrement avec le RN. Particulièrement avec le RN, c'est très compliqué. Des débats et on nous l'a expliqué.
que c'était compliqué de trouver des personnes qui avaient le droit de parler cette semaine. Question sur ce qui est devenu, ce qui est aujourd'hui le Rassemblement national. Je commence avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce qu'il est de moins en moins d'extrême droite, ce parti ? Mais déjà, dans la définition que vous en faites, si on regarde Mussolini, je pense que beaucoup de gens le classeraient à l'extrême droite, mais enfin il venait quand même de la gauche. Il était totalement anticapitaliste, avait plus ou moins les mêmes propositions. Donc l'affiliation de l'étatisme, elle est très présente. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des néofascistes qui sont ailleurs aussi. Mais je pense que le Rassemblement national, il a deux grands sujets. Il a un sujet de compétences, et on le voit, et vous l'évoquiez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre de candidats ne sont pas mis en avant. Il y a encore à minima dans la France de l'Ouest des circonscriptions où c'est très difficile de trouver des gens, parce que si vous êtes comptable, garagiste, je sais pas quoi, teinturier, bref, ce que vous voulez, vous perdez la moitié de votre clientèle ou de votre patientèle si vous vous présentez. Donc, mécaniquement, ils sont un peu contraints d'aller chercher des gens qui, sociologiquement, sont moins intégrés aux élites, en quelque sorte. Ça joue quand même sur leur présentabilité. L'autre point étant les affiliations vis-à-vis de la Russie. Si on regarde la réalité, il y a des députés du Rassemblement national ou des candidats du Rassemblement national qui ont quand même des liens très forts vis-à-vis de la Russie. Souvenez-vous de la punchline de Gabriel Attal face à Jordan Bardella sur cette assistante parlementaire employée au Parlement européen. D'ailleurs, Gabriel Attal n'a pas rappelé que Aymeric Choprade, quand il était lui aussi député RN au Rassemblement national, au Parlement européen, employait même la fille du porte-parole du Kremlin, de monsieur Peskov. Donc, cette réalité-là, elle existe. Et c'est pour ça que moi je trouve ça assez étonnant de masquer derrière les grands appels au fascisme ou à l'antifascisme. Les électeurs ne voient plus ça dans le Rassemblement national. Enfin, quand même, ouvrons les yeux. Quand on pose la question aux Français, quel est le parti qui vous le fait le plus peur, ils répondent la France insoumise. Quand vous avez 57% si on veut des Français, le Rassemblement national, c'est pas la bonne stratégie. Mais il me semble, il faut regarder vraiment les sujets de compétence. Regardez, ils ont été capables de présenter un candidat qui est sous curatelle, qui ne sera pas élu parce qu'il est inéligible. Il faut regarder comment ils ont géré les investitures aussi. C'est un parti on risque d'avoir quelques surprises à l'Assemblée même en nationale. ayant mis des cravates, a de la peine à être dans une culture de gouvernement. Mais sauf que Stéphane Zumsteeg, la question, je veux dire, de l'Ukraine, parce que ça rejoint l'influence russe, elle a été mise sur la table dès le début, notamment, alors je reviens à la campagne des élections européennes, par Emmanuel Macron. Quand il a lancé Valérie Reynier, ça a été fait à la truelle. Mais alors peut-être, mais ça n'a pas pris aucun effet. Ça a été fait de manière absurde. Peut-être, mais pour bon. Pour paraphraser Jacques Chirac, ça fait pchit. Enfin, ça n'a absolument pas marché. Et d'ailleurs, ça a coûté cher quelque part à Emmanuel Macron et à son camp, parce que les Français ont considéré que plutôt que de parler d'Ukraine ou de supposer liens entre la Russie et Marine Le Pen, il y avait peut-être d'autres sujets prioritaires qui étaient occultés. Après, pour répondre à votre question, est-ce que c'est toujours un parti d'extrême droite ? Alors, c'est une vraie question. Ou est-ce que c'est pas les Français qui se sont droitisés, ou qui se sont radicalisés sous toute une série ? Parce qu'en fait, c'est les Français qui, petit à petit, sans parler de l'eupénisation des esprits, parce que ça, c'est un terme qui était employé dans les années 80 ou 90, ce serait exagéré. De plus en plus, les attentes des Français en termes de régalien, en termes d'autorité, vous parliez tout à l'heure d'autoritarisme, les Français traduiraient ça par de l'autorité. Il y a un tel besoin d'autorité, que ce soit à l'école, que ce soit de la part de la justice, que ce soit de la part de la police. Et la crise migratoire ayant été au cœur de la campagne pour l'élection européenne, ce sont plus les Français qui se sont rapprochés. Je crois que ce ne sont pas les Français qui se sont droitisés, je crois que ce sont les élites qui se sont gauchisées. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qu'était la plateforme RPR-UDF dans les années 1990, elle paraît plus à droite que ce que dit le Rassemblement national aujourd'hui. C'est simplement parce que, effectivement, vous le disiez, l'extrême droite, c'est quoi ? C'est la remise en cause de la démocratie, c'est la remise en cause du parlementarisme. Est-ce que le Rassemblement national revendique ça ? Qui a remis en cause le Parlement dans ce pays ? C'est-à-dire qu'on a des schémas de pensée qui ne correspondent plus. L'islamisme, c'est une réalité. Pourquoi il y a tant de votes féminins sur le Rassemblement national? Parce qu'il y a des femmes qui ont peur pour leur sécurité dans la rue et qui ont peur de la pression des islamistes. Même chose chez les homosexuels. Mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Vous parliez du manque de réservoir, de talent, de compétences, etc. etc. Ou l'absence d'eux. Ou l'absence d'eux. Pourquoi ça n'imprime pas non plus dans l'opinion, ça, d'après vous, Lucie Schmitt? Parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Donner les clés du pays à un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de responsabilité dans quelque exécutif que ce soit, même au niveau local, et sans parler des députés qui vont... Je crois que ça traduit un malaise profond entre les Français et ce qu'on appelle leurs élites, c'est-à-dire que et qui a été activé par la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est très clair que Emmanuel Macron incarne parfaitement la technocratie, le pouvoir vertical, et que tout ce qu'il a fait, les grands débats, etc., ça a plutôt renforcé l'idée de la verticalité. Je voudrais quand même rappeler ce qu'ont dit les Gilets jaunes, qui à l'époque, tout à l'heure, on s'interrogeait sur les motivations du vote RN, à l'époque avaient demandé plus de démocratie, et notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Donc il y a une partie sur la démocratie qui est importante
importante, et ça, le peuple français le porte. Et ce qu'incarne Emmanuel Macron, ce qu'incarnent les élites parisiennes, en fait. Nous y compris, d'ailleurs. Mais tout à fait, nous y compris, l'énarchie, etc., la technocratie, l'administration. Tout à l'heure, Marine Le Pen a parlé de coup d'État administratif, et c'est évidemment une expression ciselée pour les médias. Donc il y a quelque chose du malaise profond et structurant entre les élites françaises et le peuple. Il y a une deuxième chose qui est importante, tout à l'heure je parlais des perdants magnifiques éventuellement qu'on aura le 7 juillet, c'est que les partis politiques se sont habitués à gérer leurs circonscriptions comme des rentes, sans s'adresser réellement, et ça c'est la balle est dans le camp de la gauche notamment, suffisamment à ceux qui au fond aujourd'hui pensent que tout ce qui est thème de la gauche, ça relève du Rassemblement national. Vous l'avez parlé, les services publics, les déserts médicaux, etc. Donc il y a eu une perte de capacité au fond à regarder ce qu'était le sentiment d'abandon. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est que le Rassemblement national, oui, très rapidement, c'est pas seulement l'incompétence, c'est aussi la remise en cause de l'état de droit. Moi, quand j'entends parler de Français de nationalité étrangère, je veux dire, excusez-moi, mais alors là, je pense qu'il y a des limites à employer un vocabulaire qui dit une chose et son contraire. Donc j'espère que les Français vont se réveiller par rapport à l'état de droit, pas seulement à la question de la compétence. L'état de droit, c'est fondamental, et ça, tout le monde peut le comprendre. Tandis que la question de la compétence, c'est un sujet beaucoup plus technocratique. Vous avez des gens qui en face disent qu'ils pourraient ne pas, qui appellent à la désobéissance. Je veux dire, c'est totalement absurde de reprocher aux voisins ce qu'on s'autorise. L'état de droit, c'est quelque chose qui est partagé, je l'espère, par tous les Français. Mais je suis d'accord avec vous, sauf que qui définit ce qu'est la République et qui définit, par exemple, les valeurs de liberté d'expression? Parce que c'est une réalité vécue par les Français, ce 2 poids, 2 mesures. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, l'état de droit, c'est fondamental. On l'a compris, mais il y a eu tellement de complaisance de la gauche vis-à-vis de ses propres dérives sur l'état de droit que précisément, il y a des gens qui ne l'entendent plus. Merci à tous. Vous parliez du coup d'État administratif. Effectivement, c'est l'une des attaques de Marine Le Pen aujourd'hui, et ce sera au cœur de notre second débat, puisqu'on va, grâce à des constitutionnalistes et professeurs de sciences politiques, analyser comment notre constitution de la 5e peut résister à tout ça. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Lucile Schmitt, je rappelle le titre de votre livre, Emmanuel Macron à contre-temps. C'est aux éditions Bayard. À très bientôt.